Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les principaux titres de ce lundi 24 novembre 2025. Luanda, la capitale de l'Angola, accueille le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Le président Félix Tshisekedi y prend part aux côtés d'autres chefs d'État pour discuter partenariat, paix et développement. En République démocratique du Congo, tournant décisif dans la gestion territoriale, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, interdit formellement tout déplacement des autorités provinciales et locales, une mesure qui met fin au tourisme de certains cadres territoriaux. Et puis, 24 novembre 1965, 24 novembre 2025, 60 ans jour pour jour après le coup d'État de Mobutu, une page marquante de l'histoire congolaise que nous révisiterons ce soir. Voilà tout pour les sommaires, le développement, c'est à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, participe ce lundi 24 novembre 2025 au 7e sommet de l'Union africaine-Union européenne. Pendant 2 jours, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne vont orienter leurs réflexions sur le renforcement de la paix, de la stabilité, de l'intégration économique et du commerce intercontinental, tout en répondant aux défis contemporains tels que la transition écologique, la transformation numérique et le rôle croissant de l'Afrique sur la scène mondiale. Le chef de l'État congolais devrait aussi s'exprimer au cours de la première session thématique paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme programmée ce même lundi. Le sommet de Luanda devrait aboutir à une déclaration qui rappelle les principes sacro-saints du droit international. La liberté de la presse reste menacée en République démocratique du Congo. Dans son rapport annuel publié ce week-end, l'ONG Journalistes en danger, GED, alerte sur les nombreuses violations de droits de journalistes, intimidation, arrestation arbitraire, agression, suspension des médias, voire assassinat. Un climat d'impunité que l'ONG dénonce vivement, appelant les autorités à agir pour une presse réellement libre et protégée. Eunice Kimpembe Moponami pour le commentaire. Dans ses rapports annuels sur la situation de la presse en 2025, Journalistes en danger, GED, alerte comme de coutume sur la persistance d'un climat d'insécurité et de répression dans lequel évolue le professionnel de médias en RDC. Malgré une baisse apparente du nombre global de violences par rapport au régime précédent, les chiffres les plus graves faisant état de meurtres et de disparitions montrent une réalité bien plus préoccupante. En effet, les rapports notent qu'en 2019 et novembre 2025, soit un peu moins de 7 ans, 12 journalistes ont été assassinés et 4 portés disparus. Un rythme presque doublé en termes d'homicides et de disparitions pour une période de 2 fois plus courte. Par ailleurs, 28 journalistes sont actuellement en détention depuis 2019 contre 24 en 2001 et 2018. À travers un télégramme, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, intime l'ordre à toutes les autorités provinciales et territoriales de ne pas quitter chacune sa juridiction. Il exige le renforcement de dispositifs sécuritaires et un encadrement strict des populations pour prévenir tout incident, surtout à l'approche des festivités de fin d'année. Il prévient que toute absence non justifiée sera considérée comme une faute grave, appelant les responsables locaux à faire preuve de vigilance maximale, de discipline et d'un patriotisme exemplaire durant cette période sensible. Ça fait plus de 3 ans depuis leur nomination en tant que magistrats et plus d'1 année depuis qu'ils ont quitté leur village respectif pour l'école des formations des officiers EFO de Kananga. Les magistrats de différents auditorat militaires de la République ont enfin regagné Kinshasa ce lundi 24 novembre 2025 en provenance de Kananga avant de regagner leur fief respectif. Ce retour intervient après la dernière cérémonie de prise d'armes et de remise de brevets intervenue quelques jours plus tôt sur place. Une page d'histoire. Le 24 novembre 1965, le président Mobutu s'empare du pouvoir et neutralise Joseph Kasavubu en fonction depuis juin 1960, peu avant l'indépendance. Le nouveau maître de Kinshasa autorise son prédécesseur quelques mois plus tard de se rendre à Boma pour se mettre à l'écart des activités politiques. Il faut dire que c'est le 2e coup de force du lieutenant-général Mobutu après celui du 14 septembre 1960. Patrick Leconi revient sur cette page d'histoire de notre pays. Profitant de la crise entre Moïse Tshombe, alors Premier ministre devenu populaire, pressenti favori aux prochaines élections, et le président Kasavubu, qui a limogé ces derniers au profit d'Evariste Kimba,
Le lieutenant-général Mobutu, soutenu par les Américains, fait son coup d'État. Il dissout toutes les institutions en place et interdit les activités politiques. Les partis politiques évalués à plus de 400 sont interdits de fonctionnement. Les nouveaux maîtres de Kinshasa justifient son initiative par la volonté de l'armée de remettre l'ordre dans le pays en proie à des conflits politiques. Mobutu parle de révolution et se donne 5 ans qui dureront 32 ans. Au cours de ces 5 premières années de pouvoir, il installe la terreur, exécute les opposants, parmi eux le Premier ministre Évariste Kimba. Les étudiants subissent la loi de la force. Joseph Kasavubu est autorisé à quitter Kinshasa pour Boma, où il mourra d'une hémorragie cérébrale. En 32 ans de règne sans partage, la République démocratique du Congo devient les Zaïre. Sa monnaie est également baptisée Zaïre. Le fleuve Congo change en fleuve Zaïre. Le mouvement populaire de la Révolution dirige le pays comme parti unique. L'hymne national est la zaïroise. Les Congo post-indépendantes sous étoffe des Zaïre sombre. La dictature et la pensée unique instaurée conduisent le jeune État dans l'abîme. Tout vole en éclats, l'économie par terre, la justice vidée de sa substance, la pauvreté est alors visible parmi la population, la gabegie financière transformée en culture, l'enrichissement illicite d'un groupe au détriment du plus grand nombre. Bref, c'est une situation de non-État qui règne dans ces vastes territoires d'Afrique centrale. Des Mobutu, les Zaïre gardent l'image d'un dirigeant qui a coulé son pays à souhait avant d'être, à son tour, chassé du trône par Laurent Désiré Kabila le 17 mai 1997. Au plateau des résidents de l'université de Kinshasa, la route s'est désagrégée à une vitesse inquiétante. Ravinement, effondrement et drainage défaillant menacent désormais la sécurité des usagers et les infrastructures environnantes. Face à ce danger imminent, la communauté universitaire tire la sonnette d'alarme et appelle à une intervention urgente des responsables publics. Meshak Lofaka ici. Avec cette érosion, l'université de Kinshasa est menacée. C'est un spectacle alarmant. Sur les sites qui abritaient la résidence des professeurs de l'université de Kinshasa, la route principale, déjà fragilisée depuis plusieurs mois, s'est fortement dégradée sous l'effet de plusieurs pluies diluviennes. Elle se retrouve éventrée, instable, avec des conduites exposées, un ravin en extension et qui menace directement les infrastructures universitaires ainsi que la sécurité des usagers. Le recteur de cette alma mater lance un cri d'alarme. Ceux qui nous dirigent n'attendent pas un sinistre plus grave que celui-ci ou qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, plus qu'hier, la situation frise la catastrophe à l'université de Kinshasa. La seule pluie de cette nuit, vous avez pu voir autour de vous que les maisons, elles s'appellent les maisons Est chez nous, quelques maisons des enseignants, il y a une deuxième pluie, elles ne vont plus exister. Nous aurons dans la rue toutes les familles qui aujourd'hui sont là-dedans, au-delà de déplorer des catastrophes humaines. Nous lançons un SOS vibrant, le tout premier, bien sûr, sous la houlette de notre ministre des tutelles, nous le lançons à monsieur le gouverneur de la ville. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit peu excentrés que nous devons certainement être oubliés. Nous sommes le monde qui accompagne l'État, qui accompagne l'exécutif par la réflexion de tous les jours et par les travaux de formation afin que nous ayons des citoyens et des patriotes forts pour demain. Nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour justement qu'il sente, lui qui est aussi un alumni de cette université, que la chance qu'il a eue d'étudier dans cette alma mater, qu'il la donne à d'autres générations, celles qui sont là aujourd'hui. Nous nous adressons à l'OVD. Nous avons longuement échangé avec eux, parfois sans réponse du tout à nos différentes doléances, mais nous croyons devoir montrer ceci et lancer ce cri de cœur parce que si rien n'est fait, l'université de Kinshasa
et ses alentours disparaîtraient. Le cas du plateau de Professeur n'est pas malheureusement qu'un échantillon d'un problème plus vaste. Face à cette multiplication des sites érosifs, il y a urgence de réhabiliter les drainages, sécuriser les ravins, stabiliser les talus et surtout mettre en place un plan durable de protection contre les érosions. Une nouvelle pénurie d'eau secoue Kinshasa. L'arrêt brutal de la station Lukaya consécutif à une érosion dévastatrice à Kimwenza et a endommagé une conduite maîtresse de la régie des eaux prive plusieurs quartiers de la ville de cette denrée rare. L'entreprise publique, par la voix de son directeur régional, alerte sur l'urgence de renforcer les travaux anti-érosifs afin de préserver cette infrastructure vitale et prévenir une crise encore plus profonde. Meshak Lofakaïsia. C'est cette érosion provoquée par les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kimwenza qui a gravement endommagé la conduite principale de la régie des eaux. Un tuyau DN600 de la station du captage de Lukaya, l'un des poumons essentiels de l'alimentation en eau de la capitale, contrainte d'arrêter ses activités, privant du coup une bonne partie de la population quinoise d'eau potable, comme l'explique le directeur régional de Kinshasa Ouest de la régie des eaux, ingénieur Raymond Matundu Mpaka. Et avec cette situation, ça sera vraiment difficile que nous puissions exploiter cette canalisation. Parce que déjà à l'usine de Lukaya, nous sortons avec 22 bars, si nous pouvons dire 220 mètres de colonnes d'eau. Avec le poids de l'eau par rapport à la conduite qui est à nu, il y aura une flexion. Au niveau de cette flexion qui est déjà un point fragile, et avec le poids de l'eau, en tout cas, ça risque encore qu'il y ait rupture. Et quand il y aura rupture, il y aura des conséquences désastreuses. Face à cette situation préoccupante, la régie des eaux tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités compétentes à renforcer de toute urgence les travaux anti-érosifs à Kimwenza. Une intervention indispensable est sollicitée pour protéger durablement cette infrastructure stratégique et éviter que la capitale ne plonge davantage dans une crise d'approvisionnement en eau potable. Et puis au chapitre des sports, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les Léopards de la RDC ont choisi l'Espagne pour y installer leur camp de base. Le stage de préparation débutera le 7 décembre, soit 2 semaines avant le coup d'envoi de la compétition prévue le 21 décembre au Maroc. À moins d'un mois du début du tournoi, cette préparation de la sélection nationale congolaise en Espagne sera déterminante pour permettre aux joueurs d'arriver dans les meilleures conditions et dans les meilleures dispositions. Portés par l'expérience acquise et une dynamique positive, ils espèrent cette fois-ci franchir un nouveau cap et rêvent d'offrir à la République démocratique du Congo une CAN historique. Interclub de la Confédération africaine de football, le week-end dernier, les matchs ont été joués à travers l'Afrique. Pour les deux représentants de la République démocratique du Congo, d'abord le FC Saint-Éloi Lupopo, il a été battu à l'extérieur en Champions League par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud sur le score de 3-1. Et ensuite à Kinshasa, Maniema Union a eu raison d'Azam de la Tanzanie en le battant 2-0. Christopher Magambo-Koli décrypte les deux rencontres. Nice looking pass, and that's the brilliant start. What a goal! Just for the home fans. Mauvaise entame pour les Saint-Éloi Lupopo lors de la première journée de la phase de groupe de la C1. Le club de Luchi n'a pas pu résister face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns les samedis passés à Pretoria. Les Louchois se sont inclinés 1-3 en faveur des Sud-Africains. Par contre, les Unionistes, quant à eux, ont réussi leur entrée hier dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa en battant les Tanzaniens d'Azam coachés par le Congolais Florent Bengue Kwangi sur un score de 2-0. Ainsi, Maniema Union signe sa première victoire dans cette phase de la compétition et les Louchois de Saint-Éloi Lupopo signent leur première défaite dans cette compétition. Selon leur coach Papi Kimoto de l'AS Maniema Union, l'objectif reste de passer cette phase et de jouer les quarts de finale de la C2. Ce journal est complètement terminé. Je vous rappelle ses principaux titres. Luanda, la capitale de l'Angola, accueille le 7e sommet Union africaine-Union européenne. Le président Félix Tshisekedi y prend part aux côtés d'autres chefs d'État pour discuter partenariat, paix et développement.
En République démocratique du Congo, tournant décisif dans la gestion territoriale, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, interdit formellement tout déplacement des autorités provinciales et locales. Une mesure qui met fin au tourisme de certains cadres territoriaux. Et puis, 24 novembre 1965, 24 novembre 2025, 60 ans jour pour jour, après le coup d'État de Mobutu, une page marquante de l'histoire congolaise que nous venons de revisiter avec vous. Merci d'avoir suivi cette grande édition du journal et excellente semaine en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.